fattore intende Toda experiência estas terras. Fondation Jean Jaurès. Penser pour agir. Bonjour à tous, je suis très heureux aujourd'hui d'accueillir Édouard Simon de l'IRIS, qui est le patron du bureau bruxellois de l'Institut bien connu parisien. Et nous allons aujourd'hui discuter d'un sujet qui est la présidence française du Conseil de l'Union européenne, qui était un moment important pour la France, puisque nous allons prendre le leadership sur les thématiques européennes, et notamment sur la défense, puisque l'ambition européenne et l'ambition de défense du président Macron ont été très forts. Et nous arrivons à un moment clé aujourd'hui aussi, la construction de la défense européenne, dans une dynamique qui s'est accentuée ces dernières années et qui pose des enjeux majeurs, notamment au vu de l'évolution géostratégique. Et donc, que peut faire la France aujourd'hui? Quelles sont les ambitions que l'on peut porter? Comment peut-on transformer finalement la relation des Européens avec la défense, qui était un non-sujet pendant très longtemps, notamment depuis le traité de Rome, qui excluait dans l'article 223 le périmètre de la défense, en tout cas en très grande partie. On a eu de grandes évolutions depuis la fin de la guerre froide, mais on sent aujourd'hui, cher Édouard, qu'on a une transformation qui s'accélère. Et est-ce qu'aujourd'hui, on peut espérer que la présidence française du Conseil de l'Union européenne, qui arrive 12 ans après une présidence qui avait aussi marqué une ambition, et notamment avec le retour de la France dans le commandement intégré de l'OTAN à l'époque, est-ce qu'aujourd'hui, on peut voir une accélération de la construction de cette défense européenne? Il est clair effectivement que la présidence française du Conseil de l'Union se tient de manière concomitante avec un certain nombre d'échéances importantes pour la défense européenne et pour les évolutions qui ont lieu effectivement depuis les 5 dernières années. Il y a vraiment une date de rupture au niveau européen, c'est celle de 2016. On a une stratégie globale de l'Union européenne qui est présentée par la haute représentante pour les affaires étrangères et la sécurité. On a l'annonce d'un plan européen de défense qui est amorcé par la Commission, qui va être justement adopté et lancé l'année dernière, 2021. Et puis on a la coopération structurée permanente qui devait être l'embryon d'une défense, d'une politique de défense européenne qui a été lancée, alors dans un schéma assez différent de ce que envisageaient ces concepteurs initialement en 2017, mais on a vraiment face, je dirais, à un environnement géopolitique qui est beaucoup plus hostile qu'il ne l'était il y a un peu plus de 12 ans, il y a 13 ans, par rapport à la dernière présidence française. Une réaction au niveau européen et au niveau de l'Union européenne en particulier sur les questions de défense. Et c'est très intéressant effectivement de comparer les deux présidences françaises parce qu'en 2008, la défense, ça commençait à peine à être un sujet, mais c'était un sujet qui était pris sous le prisme avant tout du marché intérieur. Et d'ailleurs, la présidence française avait été l'occasion d'adopter 2 directives que je qualifierais de libéralisation relative des marchés de défense. On n'est plus du tout dans cette approche. Plus de 12 ans après, on est dans une approche qui est beaucoup plus assertive, basée sur les questions des capacités, basée aussi sur la question des ambitions, puisque aujourd'hui, l'enjeu principal de la présidence française du Conseil en matière de défense, ce sera l'adoption de la boussole stratégique, ce qui ressemblera peu ou prou, le plus possible, à un livre blanc européen sur les questions de défense et de sécurité. Alors, vous avez évoqué les directives de 2009. Il y a 2 directives. Une directive qui concerne le marché intérieur, pour la circulation en fait, des biens du côté plutôt de l'offre. Une autre directive qui concernait plutôt les marchés publics de défense et de sécurité du côté de la demande, adoptée en 2009, donc dans la continuité de la présidence française de 2008. Alors pourquoi ces directives n'ont-elles pas eu les effets escomptés? Déjà, ce qui est intéressant sur ces directives, ça montre aussi le changement, me semble-t-il, de rapport de la France à l'Union européenne et aux questions de défense européenne. En 2008, ça a été une surprise pour tout le monde, en particulier en France, que ces 2 directives deviennent une priorité pour la présidence française du Conseil. Il fallait sortir une priorité sur les questions de défense européenne, montrer que l'Europe qui protège, qui a toujours été finalement le message français ou la proposition française pour la construction d'un projet européen, pouvait aboutir
sur des choses. Or, ces deux propositions, celle sur les marchés publics, celle sur les transferts d'armement au sein de l'Union européenne, avaient plutôt pas forcément les faveurs du ministère de la Défense français et se sont retrouvées en haut de l'agenda politique de la France. Ce qui montre bien qu'il y avait une approche, je dirais, peut-être opportuniste ou pas forcément marquée par la plus grande des cohérences en 2008, alors que là, aujourd'hui, avec la boussole stratégique, on arrive vraiment plutôt au bout, dans la continuité de cet agenda de souveraineté qui avait été proposé par Emmanuel Macron lors de son discours de la Sorbonne. Alors, on peut discuter de ce qui aura été réalisé ou pas par rapport à cet agenda, mais force est de constater qu'on est beaucoup plus dans la même philosophie et dans la même continuité politique. Pour revenir à votre question sur les directives de 2009, la stratégie qui avait été celle de la Commission à l'époque, c'était celle du pied dans la porte, c'est-à-dire utiliser ses compétences de l'époque, là où elle a une compétence affermie, pour justement se créer un rôle en matière de défense et notamment pour forcer les États membres à réagir. Alors, il est clair que sur l'ouverture des marchés publics de défense et de sécurité à la concurrence à minima intra-européenne, les résultats sont plutôt modestes et une grande majorité des contrats publics en matière d'armement restent encore non ouverts à la concurrence. De la même façon, les transferts intracommunautaires d'armement donc au sein de l'Union européenne auraient dû être simplifiés très largement par la directive. L'objectif était de dire on va enlever cette complexité autour de ces transferts pour permettre des coopérations industrielles entre Européens et les faciliter. Là aussi, les résultats ont été, disons, peu probants. Il me semble que ce qui manquait, c'était une impulsion politique et une impulsion du côté de la demande. Et c'est quelque chose qu'on observe beaucoup plus depuis 2016, où typiquement la philosophie d'action de l'Union européenne et de la Commission est beaucoup plus ancrée sur la facilitation, l'incitation à la coopération entre les États membres, l'incitation aussi à la consolidation de la demande, pour permettre après ces consolidations industrielles, ces coopérations, puis ces consolidations industrielles. Donc il me semble que oui, d'un point de vue de l'application de ces directives, on peut être déçu, mais c'était, disons, l'aiguillon qui était nécessaire pour les États membres pour qu'ils agissent, pour qu'ils réagissent et qu'ils donnent cette impulsion en matière de coopération. Alors, en effet, on peut considérer que les deux directives ont été des conditions permissives, mais qu'elles n'étaient pas suffisantes pour pouvoir inciter à une dynamique. Et ce que vous avez évoqué, la coopération structurée permanente, c'est finalement la convergence des États sur des besoins communs, et donc la possibilité finalement de développer des programmes en coopération qui permettent de développer ensemble des capacités, ce qui est un petit peu le déficit aujourd'hui, sachant qu'aujourd'hui, même les grands pays comme la France n'ont pas les ressources suffisantes pour lancer par eux-mêmes, seuls, des programmes ambitieux. Bien sûr, on pense au successeur du Rafale, par exemple, le futur système de combat aérien, ou le remplaçant du Charles Leclerc, qui est le MGCS, des projets qui ont été annoncés notamment en coopération franco-allemande au sommet entre Mme Merkel et M. Macron en juillet 2017. Et ce qu'on voit finalement, c'est que les éléments sont là, mais que la dynamique, comme vous le soulignez, notamment du côté de la demande, puisque finalement ce marché il est porté par la demande et non pas par l'offre, contrairement à des marchés civils, ce sont les États qui demandent des capacités, et donc les industriels se mettent en ordre de bataille, si on peut dire. Ici, finalement, on a aussi quelque chose qui a été annoncé par Jean-Claude Juncker quand il était président de la Commission, à savoir le Fonds européen de défense, qui est aussi une transformation radicale, puisque jusqu'ici, la Commission se positionnait comme un régulateur en essayant d'intégrer des marchés du côté de l'offre ou de la demande dans les deux directives, ou en normalisant en quelque sorte l'armement. Mais on voit qu'avec le Fonds européen de défense, la Commission veut devenir un acteur et peut-être un catalyseur aussi d'initiatives. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ce Fonds européen de défense qui a été annoncé, conceptualisé, si on peut dire, en 2016, va aujourd'hui, dans sa mise en œuvre qui a commencé cette année,
potentiellement transformer l'offre et la demande sur le marché européen de l'armement. Oui, et vous avez raison de souligner, Renaud, qu'effectivement, le Fonds européen de défense est une vraie rupture dans l'histoire de la défense européenne. C'est une vraie rupture à double titre, et je vais revenir dans un instant sur cette double rupture. Mais ce qui me semble également intéressant de souligner quand on en vient au Fonds européen de défense, c'est de voir que la doctrine européenne, si je peux dire ainsi, en matière de capacité, en matière d'autonomie stratégique européenne, en fait, elle existe depuis 2013, elle a été fixée dès le Conseil européen de 2013. Donc à une époque où finalement les questions d'autonomie stratégique européenne n'étaient pas aussi importantes qu'elles le sont devenues depuis justement 2016. L'objectif, c'est cet objectif d'autonomie stratégique européenne, ou disons cette ambition stratégique européenne, doit être servi par un certain nombre de capacités qui manquent aujourd'hui au niveau européen. On peut penser par exemple aux capacités de ravitaillement en vol, dont on sait qu'elles manquent au niveau européen depuis la guerre des Balkans, mais dont on sait, on a beau le savoir, c'est pas pour ça qu'on comble ces lacunes capacitaires. Et le moyen privilégié, et ça c'est affirmé très clairement dans les conclusions du Conseil européen de décembre 2013, c'est que le moyen pour combler ces lacunes capacitaires, c'est la coopération. C'est la coopération. La coopération entre États membres. Ce que vient changer le Fonds européen de défense dans cette dynamique, c'est qu'il vient inciter à la coopération et il vient encadrer cette coopération. Et c'est finalement aujourd'hui il me semble que la question que pose aujourd'hui à la fois le Fonds européen de défense, mais dans une certaine mesure la coopération structurée permanente également, c'est quelles sont les coopérations et à quelles conditions les coopérations peuvent être bonnes pour le projet européen d'autonomie stratégique. Toutes les coopérations n'ont pas vocation nécessairement à servir ce projet d'autonomie stratégique européen. Pour revenir à la double rupture sur le Fonds européen de défense, la première rupture, elle est budgétaire. C'est la première fois que le budget européen est mis à profit pour financer de la R&D purement militaire. Jusqu'à présent, on pouvait avoir recours au crédit de la politique d'innovation, de recherche et de développement civil, qui est aujourd'hui Horizon Europe, précédemment Horizon 2020, à des fins duales, donc qui peuvent avoir des applications militaires, mais la R&D de défense était exclue de ces programmes de recherche et de développement. Et pour être honnête, quand en 2015 vous évoquiez la possibilité qu'il puisse y avoir l'équivalent de Horizon Europe au niveau de la défense, donc quand vous évoquiez la possibilité d'avoir un fonds européen de défense, nombreux étaient les voix qui étaient sceptiques, voire très sceptiques sur la possibilité de mettre 1 euro du budget européen sur cette R&D spécifiquement militaire. Or, aujourd'hui, on n'est pas à 1 euro, on est à 1 milliard d'euros par an. Alors certes, les plans initiaux de la Commission étaient de 2 milliards d'euros par an, on peut être déçu. Cela étant, on a quand même un budget sur la table qui est quand même raisonnable et qui doit permettre de faire des choses. Deuxième rupture qui est introduite par le fonds, qui est directement liée au fait qu'on mobilise le budget européen pour financer de la R&D de défense, c'est la gouvernance. C'est la première fois que la Commission européenne va être pleinement partie en fait, de ces coopérations, va avoir son mot à dire sur les coopérations. D'abord parce que c'est elle qui va écrire le work programme, qui seront bien sûr soumis au vote des États membres, mais soumis au vote à la majorité qualifiée. Donc ça aussi, ces dynamiques internes dans la gouvernance du fonds, l'utilisation de la méthode communautaire dans la gouvernance du fonds pour financer de la R&D et de la R&D de défense, donc spécifiquement militaire, c'est une vraie rupture. C'est une vraie rupture par rapport aux coopérations de défense qui ont toujours existé au niveau européen. C'est aussi peut-être la possibilité d'avoir une approche structurée des coopérations de défense, et ça, c'est un des enjeux pour les Européens. Les Européens ont toujours coopéré entre eux sur les enjeux d'armement, mais toujours dans des cadres ad hoc, c'est-à-dire qu'ils n'ont jamais pu véritablement capitaliser sur l'expérience acquise et développer une expertise accumulée sur qu'est-ce qu'un bon programme en coopération. Le Fonds européen de défense, s'il est bien articulé avec la coopération structurée permanente et avec les autres initiatives capacitaires au niveau européen, peut être l'occasion de poser
une approche structurée, une approche rationnelle aussi de ces coopérations industrielles qui devraient donc limiter à la fois les surcoûts et les surdélais qu'on associe généralement avec les programmes en coopération. Alors justement, vous avez évoqué le fait qu'il y avait beaucoup de coopérations préexistantes. C'est vrai que depuis les années 60, finalement, il y a eu beaucoup de programmes en coopération avec des périmètres extrêmement variables. Mais ce qu'on constate finalement, c'est que c'est une rencontre temporaire d'intérêt et que chacun reprend plus ou moins ses billes après. On voit même des entreprises qui étaient partenaires d'un programme en coopération qui deviennent concurrentes par la suite. Et en quoi le Fonds Pan Défense, dans son fonctionnement, peut-il inciter non pas à faire des coopérations temporaires, mais à restructurer le paysage du côté de l'offre et de la demande ? C'est une très bonne question et je vous remercie de me l'avoir posée. C'est effectivement un des enjeux essentiels pour le Fonds européen de défense, c'est de dépasser, je dirais, une approche politique de ces coopérations d'armement. Et c'est vrai que pour beaucoup, les coopérations de défense étaient approchées pour des raisons assez différentes. On a utilisé les coopérations de défense plutôt que pour essayer de consolider l'offre industrielle, généralement pour développer des compétences qu'on n'avait pas nécessairement en interne. Ce qui, paradoxalement, provoquait plutôt des duplications industrielles au niveau européen, alors même que le paysage européen au niveau industriel était déjà morcelé et marqué par un certain nombre de duplications à la fois sur l'offre et sur la demande. Donc au niveau industriel, normalement, avec le recours justement à une mise en concurrence, l'obligation de recourir à des consortiums, et les obligations qui sont posées par le cadre du Fonds européen de défense, par le cadre du règlement du Fonds européen de défense, on devrait réussir à limiter cette utilisation, disons, opportuniste ou totalement opportuniste des coopérations de défense, d'où l'intérêt aussi d'avoir recours à un tiers de confiance, un juge de paix qui sera la Commission européenne. Et me semble-t-il, le défi principal pour la Commission européenne, pour la DG Défi au sein de la Commission européenne, ça va être de consolider son expertise, son analyse pour justement être en capacité de jouer ce rôle de juge de paix entre les intérêts industriels légitimes des États membres, mais de pouvoir arbitrer et de permettre à chacun à la fois de participer au fonds de manière équitable, mais d'avoir aussi une certaine rationalité dans l'allocation des fonds, puisque un des critères de réussite de ce fonds européen de défense, ce sera la capacité à aboutir à des capacités qui seront utilisées et qui seront utiles aux armées européennes. Comment est-ce qu'on va agir avec le fonds européen de défense, notamment sur la rationalisation de la demande? C'est un des critères, et c'est ça qui est intéressant dans le Fonds européen de défense, c'est que sur les actions de développement, une des conditions pour avoir accès au fonds du Fonds européen de défense va justement être d'avoir le soutien d'un ou de plusieurs États européens qui vont déclarer leur volonté d'acquérir les capacités qui seront développées dans le cadre de ces actions de développement. Donc, en ayant recours à la fois à ces mesures de soutien et puis au principe de cofinancement qui est la règle pour ces actions de développement, on devrait arriver à limiter, on va dire, aussi un des travers qui a caractérisé un certain nombre de programmes en coopération. On peut penser par exemple au programme de l'hélicoptère Tigre, c'est-à-dire le nombre de versions différentes d'un même équipement qui va être produit dans le cadre d'une coopération. Alors, quand vous parlez de cofinancement, il faut rappeler qu'en fait, la Commission, dans le FED, en fonction du degré de maturité des projets, demande en fait aux États de cofinancer, donc de montrer leur intérêt réel pour une coopération et un projet, non pas pour faire juste un démonstrateur pour entretenir des compétences industrielles, mais aussi pour pouvoir acquérir in fine et donc avoir une vraie production qui valide la pertinence des développements qui sont faits. On voit bien ici que tout cela est lié à l'autonomie stratégique européenne. On a souvent construit l'autonomie stratégique comme un projet national pour la sécurité nationale, d'une approche souveraine en fait de la politique des États. On voit qu'il y a une transformation aussi à l'échelle européenne de cette volonté d'autonomie stratégique qui n'existait pas par le passé, puisque la Commission était plutôt libre-échangiste dans sa philosophie.
On le voit avec la création de la DG Défi, par exemple. Est-ce que cette stratégie d'autonomie européenne peut être portée jusqu'à la création d'une armée européenne, qui est un projet qui est proposé régulièrement par nos amis allemands et qui fait couler beaucoup d'encre, en tout cas qui suscite beaucoup d'intérêt et de questionnement. Effectivement, et le cas de l'armée européenne est extrêmement intéressant parce qu'en fait, c'est un objet politique qui est régulièrement, dont se saisissent régulièrement, pas seulement les Allemands. Je veux dire, c'est une proposition qui a été aussi portée par le président français, Emmanuel Macron, qui s'était déclaré favorable au principe d'une armée européenne, mais aussi par le Premier ministre espagnol, mais également par Viktor Orban. Et finalement, ce qui est extrêmement intéressant, c'est de voir que cet objet politique, en fait, recouvre plusieurs réalités et généralement, en fait, cache un certain nombre de désaccords ou un certain nombre de débats que nous devrions avoir au niveau européen. Et généralement, est une situation, une proposition un peu fourre-tout. Enfin, je veux dire, quand vous regardez les sondages d'opinion au niveau européen, généralement, c'est vrai en France, c'est vrai ailleurs en Europe, les Français, les Européens sont plutôt favorables au principe d'une armée européenne. Sauf que, qu'est-ce que ça veut dire une armée européenne? Est-ce que c'est une 28e armée? Est-ce que c'est la fusion des armées nationales dans une armée européenne, ce qui était un peu le principe du traité de la Communauté européenne de défense? Alors, la Communauté européenne de défense proposait de mettre cette armée européenne sous commandement otanien. Je pense qu'une telle proposition serait juste inaudible aujourd'hui au niveau européen. Ou est-ce que, finalement, cette armée européenne, c'est d'être en capacité de faire au sein de l'Union européenne ce qu'on est déjà en capacité de faire au sein de l'OTAN. Et c'est la capacité à mener des opérations à l'extérieur. C'est particulièrement à l'extérieur, puisque c'est le cœur de la politique de sécurité et de défense commune de l'Union. Mais pourquoi pas après sur des missions sur le sol européen, dépendamment du sens que prendra la boussole stratégique, par exemple, et puis le futur de cette boussole stratégique. Il me semble que cette question, elle n'est pas tranchée. On le voit bien aujourd'hui dans le cadre des débats sur la boussole stratégique, les débats qu'il y a actuellement sur la capacité de réaction rapide qui est discuté, qui a été proposé par Josep Borrell, qui a fait l'objet de nombreux débats, notamment d'un papier poussé par les Français, d'un autre papier poussé par les Allemands. La vision française étant que cette capacité d'action devait plutôt être en fait la création de nouveaux scénarios, de réflexion sur les moyens dont nous avons besoin, l'opérationnalisation des processus existants, et la vision allemande étant qu'il fallait plutôt réformer les battle groups. Donc ces battle groups qu'on a créés à la fin des années 2000 et qu'on n'a jamais réussi à déployer parce qu'ils sont inutilisables en l'état. Aujourd'hui, le débat il n'est pas tranché. Je doute que nous tranchions ce débat de manière définitive d'ici au Conseil européen de mars 2022, donc la date de l'adoption de cette boussole stratégique par le Conseil européen. Donc c'est un processus qui est en cours. Cela étant, il est clair que si cette question de l'armée européenne fait plutôt référence aujourd'hui à la capacité autonome d'intervention dont il était question déjà dès Saint-Malo, donc dès 1998, dès le début de la politique de sécurité et de défense commune, et pas vers ce qu'on pourrait envisager comme une véritable armée européenne intégrée. Une dernière question peut-être sur donc Emmanuel Macron s'est beaucoup investi sur les questions de défense au niveau national. On a lancé une revue stratégique qui permettait de revoir les ambitions de la défense française. On a aussi une loi de programmation militaire qui a été adoptée en 2018 pour la période 2019-2025. Est-ce que vous pensez que la dynamique européenne va changer en fait la manière dont la France envisage son effort de défense ?
quel que soit le président qui soit élu à partir d'avril. Quel que soit le président qui sera élu, ce ne sera clairement pas la même politique si Emmanuel Macron est réélu ou si Marine Le Pen est élue à l'Élysée, ça c'est clair. Même si il me semble que ce qui est net, c'est que quel que soit le président qui soit élu en avril ou en mai 2022, ça ne fera pas disparaître la nécessité d'une coopération européenne. La question, c'est dans quel terme et c'est dans quelle dynamique. Si Macron est réélu, ce qui semble l'hypothèse la plus probable, sur les questions de défense, je ne vois pas une rupture avec ce qui a été mis en place depuis, je dirais, le discours de la Sorbonne. Il y a beaucoup de choses qui ont été avancées, enfin cet agenda de la souveraineté européenne qui a une composante de défense européenne qui n'est pas la seule composante de l'agenda de souveraineté. C'est vrai du discours français, mais c'est vrai aussi de la réalité de l'action des institutions européennes. L'autonomie stratégique européenne va bien au-delà du champ de la défense européenne. Donc je ne vois pas une rupture brutale. Je pense que le prochain quinquennat, dans ces cas-là, sera plutôt une mise en musique de cette ambition qui aura été dessinée au niveau européen. Ce qu'il faut bien voir, me semble-t-il aussi, c'est que pendant les 5 ans de son mandat, Emmanuel Macron a utilisé le niveau européen aussi comme un outil de transformation de l'outil militaire français, en l'européanisant. Il faut bien voir que précisément parce qu'il y avait peu d'actions européennes au niveau de l'Union européenne, en fait, les militaires et les ministères de la Défense s'étaient très peu accaparés les sujets européens et en fait étaient assez peu aguerris ou familiers est probablement plus juste, avec les processus de décision européens et avec les mécaniques et même avec leurs homologues européens. Donc on a une dynamique qui s'est mise en place qui va avoir vocation à se poursuivre. La question, c'est bien sûr celle du rythme. Est-ce qu'on sera capable d'avoir un rythme? On a eu un rythme soutenu depuis 5 ans. Est-ce qu'on va avoir un rythme aussi soutenu sur un potentiel second quinquennat Macron? C'est pas certain pour plusieurs raisons. D'une part parce que on est dans un contexte post-pandémie et on espère entrer dans un contexte post-pandémie, en tout cas dans un contexte de relance, qui veut dire qu'il va y avoir aussi un certain nombre d'autres priorités qui vont se poser. Et puis, ça va beaucoup dépendre aussi du contexte géopolitique. Il est sûr que si on reste sur une dynamique, ce qui est possible, ce qui est même une hypothèse crédible, de multiplication des crises aux frontières de l'Union, ce sera, et de montée, disons, d'une tension entre les États-Unis et la Chine, et donc de la nécessité pour les États-Unis de s'investir beaucoup plus dans le Pacifique qu'en Europe, il est sûr que ce sera autant de pression pour que les Européens continuent à avoir un rythme soutenu sur ces questions de défense. Il me semble qu'un élément aussi qui va avoir vocation à avoir un impact assez fort sur ces dynamiques, ce sera la question budgétaire dans une double perspective. Déjà, il y aura la pression des marchés. Est-ce que ce sera toujours aussi facile de se financer pour un État européen et pour des États européens qui sont déjà très endettés pour certains, dont la France ? D'autre part, il y aura la réforme du pacte de stabilité et de croissance. Il y a des perspectives qui ont été tracées, notamment par Emmanuel Macron dans sa conférence de presse de décembre 2021, pour avancer vers une réforme de ce pacte de stabilité et de croissance. Mais il est clair que si on retourne vers une politique, ce qui n'est pas je dirais la possibilité la plus probable, mais qui existe, mais sur une politique d'austérité au niveau européen et, disons, de consolidation fiscale au niveau européen, à ce moment-là, il est clair que les efforts budgétaires qui ont été consentis par les Européens depuis 5 ans maintenant risqueraient de souffrir et donc, mécaniquement, la coopération au niveau européen risquera de souffrir très, très clairement. Après, si c'est un autre candidat qu'Emmanuel Macron qui est élu, ce ne sera pas la même chose si c'est Valérie Pécresse ou si c'est un représentant de l'extrême droite.
On peut considérer que les chances de Marine Le Pen d'accéder à l'Élysée sont quand même assez réduites. Mais si Valérie Pécresse arrivait à l'Élysée, on peut considérer qu'il y aurait tout de même une certaine continuité sur les efforts qui ont été portés par Emmanuel Macron, puisque finalement les questions de défense européenne sont, en tout cas dans les partis de gouvernement français, donc hors extrême droite, et hors extrême gauche, disons, un certain sujet de consensus entre partis politiques français. Donc une certaine continuité, il y aura bien sûr des marqueurs de changement, à voir lesquels, mais une certaine continuité. Merci beaucoup Édouard pour ces éclairages très intéressants et qui montrent que finalement nous sommes rentrés dans un nouveau cycle de construction de la défense européenne. Vous avez cité Saint-Malo en 1998 où la France et le Royaume-Uni à l'époque avaient initié une dynamique qui avait permis de créer l'Agence européenne de défense en 2003. Et aujourd'hui, on espère aussi qu'on pourra avoir cet approfondissement de la coopération qui est aussi un moyen pour la France d'atteindre les ambitions qu'elle peut souhaiter avoir. Merci beaucoup. Merci. Fondation Jean Jaurès. Penser pour agir.